à tous, j'imagine désormais, grâce aux dernières vidéos que j'ai sorties dernièrement, j'imagine que vous allez comprendre aisément désormais pourquoi il n'y a pas de revue de presse cette semaine, puisque les différentes actualités que je voulais vous proposer, évidemment, sont beaucoup trop massives et méritent en réalité une vidéo par thème au lieu de faire un récap assez court finalement sur les 5 actualités que je voulais vous présenter. Et donc parmi ces actualités, il y a ce fameux réseau Athanor qui est une affaire criminelle qui raconte la trajectoire de plusieurs hommes. Ça décrit également un fonctionnement assez particulier d'une organisation, avec des dossiers troublants, l'idée du milieu, quand on parle du milieu, évidemment, on parle plutôt de la barbouzerie, de la mafia, du gangstérisme à tous les niveaux. C'est aussi une forme de culture et de zone grise où il y a une frontière entre public et privé assez occulte, où il y a un aspect là aussi frontiériste entre la légalité et la clandestinité, et puis entre le renseignement et le banditisme qui a mis du temps à être distingué, mais qui aujourd'hui visiblement n'est plus si difficile à distinguer. Et l'affaire Athanor appartient justement à cette dernière catégorie, ou du moins à cette catégorie troublante d'entre-deux, finalement, entre public, privé, légalité, clandestinité, renseignement et banditisme. Et donc, pour commencer, évidemment, qu'est-ce que Athanor et qu'est-ce que l'affaire Athanor ? Pendant plusieurs années, autour d'une loge maçonnique installée en région parisienne de la Haute-Seine, à l'ouest de Paris, près de chez moi en plus, à Puteaux, que je connais bien, qui est une ville, ma foi, assez sympathique sur les hauteurs, derrière la Défense, au niveau de la Défense, oui, entre Suresnes et Courbevoie, donc. Il y a donc cette loge maçonnique donc, qui est installée à Puteaux, avec des individus qui sont issus du renseignement, mais aussi de la police, de la sécurité privée et du monde des affaires, qui tous ensemble ont constitué ce qu'on appelle une officine criminelle. Il y avait des commanditaires qui venaient chacun avec un problème, soit un concurrent qui risquait de gêner leur monopole, un débiteur qui ne payait pas ses dettes, un associé qui était peut-être un peu trop encombrant, ou une salariée qui avait des informations compromettantes sur l'entreprise, ou je ne sais pas, enfin bref, il y a eu pas mal de cas différents. Et ce réseau, donc, constitué de membres de sécurité privée, du renseignement et de la police, proposait une solution. C'était la surveillance des cibles, finalement, l'intimidation, parfois le cambriolage, le passage à tabac, des incendies, des enlèvements, et même jusqu'à aller à des assassinats ou des tentatives d'assassinat. Le dossier d'ailleurs Athanor a été jugé donc pendant 3 mois et demi devant une cour d'assises qui a été spécialement composée pour ça à Paris, avec 22 accusés et 112 infractions. C'est énorme, 112 infractions, parmi lesquelles des meurtres, des tentatives d'assassinat, des opérations violentes multiples. Et donc en ce jour, 17 juillet 2026, il y a 17 personnes qui ont été condamnées et 5 qui ont été acquittées. Les 3 principaux acteurs de l'officine ont reçu des peines allant de 30 à 27 et 25 années donc de réclusion criminelle. Et donc cette affaire peut évidemment être racontée comme une histoire de franc-maçonnerie, de barbouze, de contrat criminel, ce qui serait pas faux, parce que c'est ça. Ce serait spectaculaire, ce serait assez réducteur de se réduire à ça, et puis ce serait surtout insuffisant en fait, parce qu'à Athanor, en fait, ça nous oblige à poser une question plus profonde. C'est en réalité, que se passe-t-il lorsque des hommes qui ont été formés, habilités et protégés par l'État commencent à utiliser pour leur propre compte les méthodes
les relations et les compétences acquises au service de celui-ci. Et donc pour comprendre cette affaire, il faut revenir au point de départ. Pour simplifier, on va remonter en juillet 2020. En fait, il y a deux hommes qui attendent depuis plusieurs heures dans une voiture à hauteur de Créteil, enfin même à Créteil, je crois. Et donc il y a plusieurs riverains qui sont assez troublés par la présence de ces deux hommes dans une voiture qui ont l'air d'attendre. Bon, ils sont pas du quartier, ils sont pas du coin. Bon, pas mal de voisins qui se demandent ce que c'est, quoi. Surtout deux personnes qui ne sortent pas de la bagnole et qui restent des heures et des heures assis. On dirait qu'ils attendent quelqu'un. Bon. Et donc ils décident de prévenir la police. Et donc la police intervient, ils sont interpellés. Et les enquêteurs, ils découvrent donc des armes, du matériel et surtout un véhicule qui a été complètement trafiqué. Et en fait, ils attendaient pour attendre une cible. La cible aurait été la chef d'entreprise Marie-Hélène Dini, qui travaille dans le secteur de la formation professionnelle et qui souhaite structurer la profession donc de coach. Voilà. Et donc les deux hommes, ce sont absolument pas des professionnels du grand banditisme, hein, on est loin du tueur à gages, etc. Ils travaillent en fait pour un sous-traitant chargé de la protection d'un site de la DGSE. Et donc leur mission officielle, ça consiste essentiellement à surveiller les accès d'un centre d'entraînement spécialisé. Et pourtant, on leur aurait présenté leur cible comme quelqu'un de dangereux, lié à des services étrangers qu'il fallait neutraliser dans l'intérêt du pays. Mais en réalité, dans le vocabulaire de la sécurité nationale, le mobile était plus banal, c'était tout simplement une rivalité commerciale. Donc en fait, il s'est avéré qu'un concurrent de Marie-Hélène Dini a craint que son projet personnel de syndicat professionnel ne menace finalement ses propres activités, et donc selon plusieurs accusations, il aurait accepté de payer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour la faire disparaître auprès de ceux de cette officine à Tanor. Et pour que ça fonctionne évidemment beaucoup mieux et que ça puisse passer sous les radars pour trouver une forme de légitimité à tout ça et pour obtenir l'obéissance des exécutants, l'idée c'était pas de dire tout simplement bah voilà, il y a quelqu'un qui souhaite éliminer un concurrent. On enveloppait toute cette opération dans un récit supérieur, on parlait de services secrets, d'espionnage, de menaces étrangères, d'agir pour la protection nationale. Et donc finalement le crime privé avait, du moins recevait en apparence une mission publique en fait. C'était revêtu d'une mission publique. Mais donc c'est là qu'on peut commencer à poser l'analyse ANCAP, puisque finalement l'affaire Atanor, c'est pas seulement une affaire concernant des individus malhonnêtes ayant détourné leurs compétences, ça l'est, mais c'est pas que ça. Ça montre surtout la puissance particulière que procure la proximité avec le monopole étatique de la violence. C'est-à-dire qu'un ancien policier ou un ancien agent du renseignement, il quitte jamais complètement son administration avec une petite montre offerte, voilà, merci Gérard pour tes années de service. Il conserve toute cette culture, un carnet d'adresses, des habitudes, peut-être même parfois des accès, et surtout l'autorité symbolique. Même quand il ne fait plus partie de la maison. Donc il sait évidemment comment fonctionne une enquête, il connaît les méthodes de surveillance, il sait quelles informations semblent crédibles, quels mots privilégier, quels mots employer, comment transformer un règlement de compte privé en prétendue opération sensible. Et cette connaissance représente en réalité une ressource considérable, parce qu'elle n'a pas été produite sur un marché libre ou un marché ouvert à la suite d'échanges libres et transparents. Ça provient d'institutions qui ont été financées par l'impôt, protégées par le secret et bénéficiant là encore de prérogatives refusées aux citoyens ordinaires. Et donc on a certains protagonistes d'Atanor qui auraient transformé un capital acquis dans le secteur public en avantage criminel privé. Et là, donc la justice privée au sens ANCAP, encore une fois, ça signifie pas que voilà, n'importe quel individu pourrait payer des hommes armés pour supprimer son concurrent. J'imagine que ça pourrait exister, mais
ça repose en réalité au contraire sur la protection des droits individuels, sur également la responsabilité contractuelle, l'arbitrage, la preuve et la réparation. C'est-à-dire que dans une société libre, une agence de sécurité qui assassinerait une innocente, ça serait pas une entreprise de justice, ça serait une organisation criminelle. Et donc, ces dirigeants, les commanditaires, les exécutants seraient responsables personnellement des agressions qui ont été commises. Et donc, Athanor n'est pas l'exemple d'un marché libre de la sécurité, ni même un exemple de ce qui pourrait se produire dans une société libre. Beaucoup m'ont dit, ouais mais regarde, t'as vu, Athanor, machin, avec tes idées, il y en aurait 1000 des Athanor. Absolument pas. Absolument pas, puisque Athanor est Athanor parce que il y a cette symbolique de violence légitime et de l'État derrière. Je vous rappelle évidemment que ces gens qui font partie de ces loges font partie intégrante de tous les services de renseignement, etc. Ce sont quand même des gens qui sont psychologiquement militarisés. Ce ne sont pas des citoyens lambda qui, du jour au lendemain, se sont mis dans la peau de transporteurs, de tueurs à gages, etc. Ce sont des militaires. Donc, c'est surtout l'exemple d'un marché clandestin de la violence alimenté par des hommes qui, au travers de leur prestige, leur technique et leur réseau à l'État, peuvent se permettre tout et n'importe quoi. Et donc c'est là que la différence est absolument fondamentale. Puisque dans un marché ordinaire, un producteur, il doit convaincre un client en lui apportant un service. Et à défaut, il peut perdre sa réputation, son assurance, ses partenaires, son capital, alors que dans l'univers du renseignement et des opérations clandestines, toute valeur repose sur l'opacité, le cloisonnement et surtout l'impossibilité pour le public de vérifier les faits. Donc un individu peut très bien déclarer qu'une cible travaille pour une puissance étrangère. Les exécutants, ils disposent pas vraiment de moyens de contrôler l'affirmation ou non, savoir si c'est faux ou pas, voilà. Et donc le secret devient moins un instrument de protection qu'une technique de commandement. Et c'est précisément ce qui semble s'être produit dans certaines opérations attribuées à cette officine qui s'appelle Athanor. C'est la prétendue raison d'État qui aurait servi à faire accepter des contrats motivés par l'argent, la vengeance et la concurrence économique. Et l'affaire d'ailleurs ne se limite d'ailleurs pas au projet visant Marie-Hélène Digny. Il y en a eu beaucoup. Par exemple, on a des enquêteurs qui ont relié cette officine à une succession d'opérations assez différentes, comme par exemple cette responsable des achats de Mercedes-Benz en région parisienne, ou à Paris, je sais plus, mais je crois que c'est en région parisienne. Elle a été violemment agressée par un homme qui était déguisé en livreur pizza, avec un ordinateur qui a été dérobé, et on a su plus tard que le but a été d'obtenir des informations industrielles confidentielles pour favoriser un prestataire. On a une femme également qui a découvert des anomalies financières dans son entreprise, qui a vu son véhicule incendié, et les flammes se sont propagées jusqu'à son domicile où se trouvaient ses enfants. On a un couple d'entrepreneurs qui a subi des intimidations et des violences dans le cadre d'un conflit financier. Le dossier relaie également l'assassinat du pilote automobile Laurent Pasquali qui a disparu en 2018, et avant qu'on retrouve d'ailleurs son corps l'année suivante en 2019, plusieurs mois plus tard, enterré dans une forêt. Et donc c'est Sébastien Leroy qui a été reconnu coupable de ce meurtre et qui faisait partie de ce cercle Athanor, qui était un des pontes de cette officine Athanor. Donc les mobiles changent, mais le modèle il demeure quasiment les mêmes. Ce sont des acteurs économiques ou des particuliers qui ont un problème. Ils rencontrent des intermédiaires qui sont capables de mobiliser des méthodes clandestines et sérieuse et coriace, quoi. Et donc Athanor aurait fonctionné comme une entreprise, quoi, avec ses apporteurs d'affaires, des commanditaires, des coordinateurs, des exécutants. Et d'ailleurs, l'accusation l'a décrite comme une PME du crime, une petite moyenne entreprise avec quelques employés. Voilà, ça tournait comme une entreprise finalement, une petite PME donc clandestine.
Et donc le problème, c'est qu'on a tout ce vocabulaire entrepreneurial qui est utilisé, et certains peuvent dire, regardez, voilà, c'est le résultat du capitalisme, du libéralisme, l'appât du gain, du profit, et blablabla. Encore une fois, le capitalisme de connivence, donc le capitalisme d'État, des magouilles et de la clandestinité, n'a absolument rien à voir avec le capitalisme du marché libre libéral. C'est absolument pas le même. Et puis surtout, je ne vois pas en quoi l'idée de profit pourrait expliquer cette dérive clandestine et cette officine criminelle, puisqu'en réalité le profit n'est absolument pas malsain, c'est un indicateur de bon fonctionnement d'une entreprise. Ça veut dire que quand une entreprise a fait du profit, eh ben, ça veut dire que l'offre proposée comment dirais-je, est acceptée par le plus grand nombre, etc. C'est-à-dire que ça fonctionne, les gens achètent, donc c'est qu'ils sont contents. Voilà, c'est un indicateur j'allais dire, de gens contents finalement qui au niveau des achats, quoi. Et donc dans une économie libre, ça récompense justement cette capacité à satisfaire une demande, et surtout sans violer le droit d'autrui. Alors là, on n'est pas du tout dans le respect du droit d'autrui et de la propriété, bien au contraire. Le problème, c'est qu'ils ont vendu l'agression, la menace et le meurtre. C'est même pas que ses membres aient été rémunérés, c'est même pas ça le sujet. C'est-à-dire qu'un cambriolage rémunéré n'est pas l'image d'un marché légitime. C'est en réalité une expropriation publique finalement entretenue dans l'idée de morale parce qu'elle est inscrite au journal officiel, quoi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui entoure le libéralisme, libertarianisme, etc., c'est-à-dire qu'on ne juge pas forcément un acte en fonction du statut de celui qui l'accomplit, c'est surtout la nature de l'acte. L'agression reste une agression, qu'elle soit commise par un fonctionnaire, un mercenaire, un chef d'entreprise ou un membre d'une loge maçonnique. C'est pareil, l'assassinat, même chose, ça reste un assassinat qui soit présenté comme un contrat privé ou comme une opération couverte par la raison d'État. Donc Catanor montre quelque chose que les défenseurs de l'État refusent souvent d'admettre, c'est la frontière morale entre violence publique et violence privée qui est beaucoup moins solide que la frontière juridique. Parce que quand l'État surveille, infiltre, enlève ou tue au nom de ses intérêts, ces opérations peuvent être classifiées, couvertes et puis justifiées par la sécurité nationale, secret défense, quoi. Et lorsque des techniques similaires sont utilisées pour régler une querelle commerciale, ça devient soudainement criminel. Donc, juridiquement, évidemment, la différence est évidente. Moralement, ça mérite d'être interrogé, parce que le monopole étatique de la violence ne supprime pas les comportements prédateurs. En réalité, il concentre des moyens considérables entre les mains d'institutions opaques et espère que chaque individu ayant accès à ces moyens respectera éternellement la frontière, séparant la mission officielle de l'intérêt personnel. Sauf que le problème, c'est que cette frontière repose sur des hommes. Et à partir du moment où cela dépend, et que cela repose sur des hommes, ça dépend de leur intégrité, de leur hiérarchie, de contrôle interne, d'institutions dont une grande partie de l'activité est soustraite au regard du public. Personne ne sait véritablement ce qui se passe dans les sphères du renseignement ou dans les enquêtes de police, etc. Donc là encore, ça ne signifie pas que toute la DGSE et toute la DGSI et tout le système du renseignement aurait été au courant et surtout aurait organisé cette officine. Rien ne permet de l'affirmer aujourd'hui. Et en tout cas, on a plusieurs accusés qui n'étaient d'ailleurs pas des agents opérationnels de haut niveau, parce que certains occupaient des fonctions subalternes ou avaient même quitté les services depuis longtemps. Et les deux hommes, d'ailleurs, qui ont été interpellés à Créteil, étaient employés par un sous-traitant de la DGSE. Donc on était loin des membres du service action. Et c'est essentiel, je trouve, cette précision, parce que, encore une fois, pour toute forme d'analyse sérieuse, on ne peut pas et on ne doit pas transformer
Tout ça en culpabilité collective, en disant la DGSI, DGSE sont derrière tout ça. Mais ça ne veut pas dire que, étant donné qu'il y a une absence concrète d'implication institutionnelle directe, n'efface absolument pas le problème politique, parce que pourquoi finalement la référence au service secret était-elle assez puissante pour convaincre des hommes armés de participer à une opération contre une civile ? Pourquoi l'apparence de l'autorité publique permettait-elle de suspendre leur jugement moral ? Pourquoi les entrepreneurs recherchant des solutions criminelles se tournaient-ils vers des individus gravitant autour de la police, du renseignement et de la sécurité, et pas des criminels lambda ou des types dans le 93 qui sont tueurs à gages et dont c'est le métier, entre guillemets. Eh bien tout simplement parce que l'État ne dispose pas seulement de moyens coercitifs, il produit une croyance, et cette croyance donc selon laquelle la violence légitime devient légitime plutôt dès qu'elle vient en fait d'une autorité supérieure. Et ce qui n'est pas tellement une croyance non plus, parce que cette violence légitime vient justement de l'État et des membres de l'État. Quand un policier tire, on se dit bon bah il a le droit parce que il fait partie du cercle de là-haut, quoi. Enfin, on a même Stanley Milgram qui avait montré la facilité avec laquelle les individus ordinaires obéissent à une autorité qu'ils considèrent comme légitime. Bah, Tanner, c'est le résultat finalement des théories de Milgram, quoi. Ça illustre une déclinaison plus trouble de ce phénomène, c'est-à-dire qu'il n'est pas toujours nécessaire de posséder réellement l'autorité. Il suffit parfois de reproduire uniquement les codes et rouler jeunesse, quoi. On invoque une menace étrangère, on utilise un pseudonyme, on parle d'une mission sensible, on laisse entendre que certaines personnes haut placées sont informées, et puis l'exécutant, bah, il se considère pas vraiment comme un criminel, dans sa tête, c'est un soldat d'une guerre invisible. Et donc le costume de l'État permet alors au crime privé finalement de se faire passer pour le service de l'intérêt général. Et la dimension maçonnique doit aussi être traitée également, puisque la loge à Tanner, elle a joué un rôle, et du moins le rôle d'un lieu de rencontre et de confiance entre plusieurs protagonistes, avec des personnes issues de milieux différents qui pouvaient s'identifier comme frères, nouer des relations et échanger des services. La loge a d'ailleurs été dissoute et l'obédience à laquelle elle appartenait a pris pas mal de distance avec les membres qui ont été mis en cause, mais on ne peut pas nier le problème de tous ces réseaux fermés de loges maçonniques. Évidemment, ce serait assez naïf de le nier. Parce que lorsque l'accès aux responsabilités publiques, aux marchés réglementés et aux informations sensibles dépend en fait largement des relations personnelles, c'est-à-dire que les organisations fondées sur la cooptation acquièrent en réalité une valeur considérable. Donc le danger ne vient pas nécessairement du rituel ou des symboles, mais justement de ce mélange et de cette idée de solidarité interne, de secret, de services rendus et de pouvoir administratif. Et donc le capitalisme de connivence, il ne se limite pas aux grandes entreprises subventionnées, et ça apparaît également là où la proximité avec l'État offre des avantages inaccessibles au reste de la population. Dans Tanner, cette connivence a atteint la forme finalement la plus brutale qu'elle peut avoir. C'est non plus obtenir un marché public ou une réglementation favorable, c'est mobiliser des hommes qui sont capables de surveiller, d'intimider ou même d'éliminer un adversaire. Donc on est aux antipodes du libéralisme et des idées libérales. Parce que la concurrence économique suppose que l'on puisse perdre, et donc elle oblige à chacun à améliorer son offre, à réduire ses coûts, à convaincre ses clients. Et donc l'individu qui fait frapper un concurrent, il participe plus au marché, il tente de supprimer la concurrence par la force. D'ailleurs exactement ce que Frédéric Bastiat dénonçait lorsqu'il distinguait l'échange libre de la spoliation, c'est-à-dire que la richesse peut être en fait obtenue de deux manières. La première, c'est en produisant ce que les autres désirent, et la deuxième, c'est en utilisant la contrainte pour s'approprier leurs biens, leur position et leur liberté. Et évidemment, Tanner appartient entièrement à la seconde catégorie.
Et cette affaire montre une réalité plus subtile, c'est-à-dire que lorsqu'un système concentre le pouvoir coercitif, les informations sensibles et l'immunité symbolique dans quelques institutions, il crée des ressources que certains individus peuvent ensuite détourner. Et donc cet État, il affirme nous protéger contre les prédateurs privés, mais il forme aussi des hommes à la surveillance, à la manipulation et à la violence dite clandestine. C'est-à-dire que il leur enseigne finalement que certaines opérations doivent échapper au droit commun. Si l'on peut appeler ça un droit commun, évidemment. Puis, il s'étonne que certains appliquent cette logique à leurs propres intérêts. Et donc la réponse habituelle consiste à réclamer davantage de contrôle de l'État sur lui-même. Mais il est clair qu'une administration ne peut pas être son propre garant absolu, c'est-à-dire que les services secrets sont secrets par définition, et les opérations clandestines ne peuvent pas être simultanément invisibles et parfaitement contrôlées par la population. Et donc l'analyse ANCAP que l'on peut faire, elle propose une autre logique, c'est-à-dire décentraliser le pouvoir, supprimer les privilèges juridiques, rendre chaque acteur personnellement responsable et refuser l'idée qu'une institution puisse invoquer la raison d'État pour échapper aux principes ordinaires du droit. Une agence de sécurité, une entreprise, un fonctionnaire ou un agent de renseignement devrait être soumis à la même règle, c'est-à-dire que nul ne peut agresser un innocent puisque ça crée défaut et c'est contraire à l'idée du pacte de non-agression. Et cette règle, elle paraît élémentaire, dit comme ça. Pourtant, on se rend compte que tout l'appareil politique moderne repose sur une exception, c'est que certains hommes peuvent employer la coercition à condition d'agir au nom d'une institution reconnue. Et donc Athanor, elle se situe précisément dans l'espace créé par cette exception, c'est-à-dire que ses membres présumés pouvaient emprunter l'apparence du pouvoir public tout en poursuivant des objectifs privés. Et le procès a finalement permis de juger les responsabilités individuelles. Les condamnations prononcées montrent que la justice n'a pas considéré ce réseau comme une simple réunion de vantards ou d'amateurs. Mais derrière les récits parfois rocambolesques, en fait, il se trouvait de victimes réelles, des vies détruites et un homme qui a d'ailleurs été assassiné, peut-être même d'autres, puisque ce sont des tentatives. Et on n'a pas trouvé finalement quelque chose qui pouvait les relier à cette affaire, mais vraisemblablement il pourrait y avoir un lien avec la tuerie de Chevaline également. Mais rien n'a été officialisé et puis il n'y a pas les preuves, donc ils ont été écartés, mais très certainement il y a un lien entre eux et la tuerie de Chevaline, entre autres. Et j'aimerais rappeler également que le fait qu'il y ait un verdict judiciaire, encore une fois, ça ne suffit pas à épuiser la signification politique de cette affaire, puisque Athanor en réalité révèle un monde dans lequel l'État, les affaires, la sécurité privée, les réseaux d'influence, les loges, ne constituent pas toujours des univers séparés. Il y a des croisements, des échanges, des méthodes, des carnets d'adresses, et finalement le véritable scandale, c'est pas uniquement le fait qu'une organisation privée ait concurrencé le monopole étatique de la violence, c'est qu'elle ait pu prospérer en utilisant les produits dérivés de ce monopole, son prestige, son secret, ses compétences et l'obéissance qu'il inspire. Donc Athanor n'est pas l'histoire d'un État trop faible face à des acteurs privés, c'est l'histoire d'hommes qui ont compris qu'en France, pour vendre de la violence, il était préférable de ressembler à l'État.